Salut Frédéric, Bonjour Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Frédéric, tu es directeur général opinion de l'Institut de sondage IFOP. Alors justement, avant de revenir sur le fond de ces sondages en cette période juste avant le premier tour des élections, du premier tour des élections législatives, une première question sur vos méthodes. Au premier tour de Oui, l'élection présidentielle, si de façon globale, les sondages avaient bien vu l'ordre d'arrivée des candidats et des candidates, les scores n'étaient pas exactement ceux que vous aviez anticipés. Vous êtes alors, tous les instituts de sondage se sont alors justifiés, mais d'ailleurs vous l'aviez dit avant le premier tour, que c'était dû à la volatilité de l'électorat, des gens qui se sont décidés dans les derniers instants, dans les derniers jours. Est-ce que là, pour les législatives, ça ne va pas être la même chose? Ou plutôt, est-ce que la volatilité de l'électorat, aujourd'hui, ce n'est pas devenu une donnée finalement de la politique? Ou au contraire, est-ce qu'aujourd'hui, les blocs sont plutôt constitués et les gens savent ce qu'ils vont voter dimanche? alors je trouve tes remarques très pertinentes, Pablo. Effectivement, alors ce qui s'est passé à la présidentielle, c'est vrai que les rollings, les enquêtes quotidiennes avaient été parfaites en termes de chiffres en 2012, en 2017. Ça a été moins le cas en 2022. Il y avait la volatilité et surtout, au-delà de ça, il y a eu, Pablo, une logique de vote utile. Un vote utile d'électeurs tentés par Zemmour qui allait chez Marine Le Pen, un vote utile d'électeurs Pécresse ou de droite ou d'électeurs Fillon historiques qui ont finalement choisi Emmanuel Macron, qui a fini à 28 contre 26,5 dans les sondages, et surtout en faveur de Jean-Luc Mélenchon, un vote utile de gauche qui a expliqué un score supérieur de 3 points à ce qui lui était donné, même si la tendance, Jean-Luc Mélenchon absent du second tour, a été finalement vérifiée. Là, le vote utile est sans doute moins possible, puisqu'il y a des points communs, une campagne finalement très courte, une volatilité réelle, mais le vote utile dans une campagne qui n'a pas eu lieu, qui a eu lieu localement. Il y a eu beaucoup de travail des candidats. Je n'aime pas quand on dit qu'il n'y a pas eu de campagne. Il y a eu des campagnes locales très actives, mais il n'y a pas eu, je dirais, d'orchestration nationale, de messages très forts nationalement qui auraient pu, je dirais, mobiliser les électeurs, stimuler une forte participation. Les seuls messages qui ont été entendus, les seuls récits de campagne, c'est avant tout la création de la NUPES. Et Jean-Luc Mélenchon a, de ce point de vue-là, réussi un coup politique très fort, une bêtise institutionnelle. Élisez-moi Premier ministre, mais un coup politique très fort puisqu'il a réveillé peut-être une partie de la gauche autour d'un récit qui est nous avons perdu moult élections, nous avons connu des défaites électorales, mais avec ce troisième tour de la présidentielle, ces législatives, nous pouvons imposer avec une gauche unie une cohabitation à Emmanuel Macron. Donc peut-être qu'il y a un vote utile de gauche que nous ne voyons pas encore dans nos enquêtes. En tout cas, les tendances donnent, et ce serait complètement inédit dans l'histoire des élections législatives depuis 2002, c'est-à-dire depuis que la législative ont perdu son autonomie par rapport à la présidentielle, le bloc présidentiel, le bloc majoritaire présidentiel, qui ne serait pas en tête puisque nous nous donnons une quasi-égalité entre la NUPES autour de 26-27% et la majorité présidentielle. Alors là, tu parles du premier tour, mais il y a aussi le deuxième tour. Il y a certains instituts de sondage qui se lancent dans des projections en nombre de sièges entre les Tout à différentes fait. forces politiques. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que vous êtes capable, vous, les instituts de sondage, dans les 577 circonscriptions, de faire des sondages sur des populations suffisamment représentatives et du coup d'essayer de coller à une certaine réalité finalement? Alors moi, je suis plutôt sur une ligne de prudence. Tu as peut-être remarqué que l'IFOP a été le seul institut à ne pas faire de projection en siège jusqu'au 23 mai. Pourquoi le 23 mai? Pourquoi cette date? C'est la date à partir de laquelle l'offre électorale a été figée, où les candidatures ont été toutes validées. Et c'est vrai qu'on a fait trois projections en siège. La dernière va avoir lieu dans quelques heures, non pas sur des étiquettes partisanes où on ne prend pas en compte les facteurs locaux, mais sur du réel, sur des candidatures. Maintenant, qu'est-ce qu'une projection en siège? Ce n'est pas, et ça serait idéal de faire ça, 577 enquêtes dans les 577 circonscriptions. Nous avons fait en publié, tu l'as sans doute vu sur LCI, pour le JDD, pour Sud Radio, des sondages dans des circonscriptions. D'ailleurs, on a été les seuls à publier des sondages, mais on en a fait également en confidentiel, mais aucun institut n'a fait des sondages dans 577 circonscriptions. Qu'est-ce que l'on fait quand on fait des projections en siège? On prend un rapport de force national qu'on applique avec plus ou moins de prudence, et l'IFOP, on est très prudent, sur des situations locales pour au final attribuer des circonscriptions. Mais ces projections en siège, il y a une partie sondagière, également une partie politologique. Vous savez, tu sais plutôt, j'ai regardé ce qu'on avait fait en 2017. On n'avait fait qu'une projection en siège qui donnait des tendances plutôt correctes, c'est-à-dire une République en marche majoritaire, mais surestimée autour de 400 sièges. Elle a fait 366 sièges et une droite un petit peu sous-estimée. Donc,
prudence absolue sur ces projections en siège, d'autant plus qu'elles se basent sur des hypothèses de second tour. Et le second tour n'a pas encore eu lieu. La projection en siège faite entre les deux tours sera nettement plus valide. Tout à l'heure, quand tu as parlé des sondages, des tendances, pardon, tu as parlé du coup politique, enfin du coup CEUP politique Oui. de Jean-Luc Mélenchon et de la NUPES, avec l'accord de toute la gauche et des écologistes. Est-ce que ça a été pour toi, et au vu des différentes, de l'évolution finalement de vos sondages, est-ce que ça a été pour toi le seul moment où il s'est passé quelque chose dans cette campagne, ou est-ce que tu as vu d'autres choses qui ont fait qu'il y a pu y avoir des évolutions? Pour moi, c'est l'événement majeur qui a installé un récit de campagne. On peut voir d'autres événements, des événements programmatiques ou des faits, l'affaire du Stade de France qui a profondément choqué les Français, des thématiques comme le pouvoir d'achat, l'inflation qui deviennent des véritables obsessions françaises, et les rares moments de campagne nationale ont tourné autour de ça. Les 1 500 euros proposés par la NUPES, les chèques alimentaires ou les autres éléments proposés par d'autres partis, La République En Marche ou Ensemble, ou les Républicains avec la baisse de la TVA sur l'énergie. Mais clairement, la NUPES a, je dirais, monopolisé le récit politique de la campagne, même si depuis quelques jours, on a une logique d'un président qui est rentré en campagne, ce qui n'est pas un scoop, hein. On se souvient du discours de Verdun-sur-le-Doubs de Giscard d'Estaing en 78. On se souvient des présidents à partir de 2002 demandant aux Français de confirmer leur vote présidentiel. Là où il y a une nouveauté, c'est que le président a été réélu et il n'y a pas l'effet de nouveauté. Il n'y a pas l'effet de continuité ou d'effet waouh, et l'idée que les Français vont confirmer leur vote à la présidentielle. Sans doute, La République En Marche, Ensemble, Renaissance, les noms sont divers, va bénéficier de l'effet de souffle présidentiel, mais sans doute de manière nettement plus atténuée que ses prédécesseurs. Le point de référence que je vois, c'est le François Mitterrand de 88 qui gagne très largement l'élection présidentielle et qui ne parvient pas, malgré tout, à 13 sièges, ce n'est pas rien, 13 ou 14 sièges, 14 je crois, à avoir une majorité absolue, ce qui force Michel Rocard à utiliser 28 fois, je dis bien 28 fois, le 49-3. On n'est pas du tout dans ce contexte-là, mais en tout cas, le risque de majorité relative est réel pour la majorité présidentielle, même si c'est moins un sondage qu'une intuition. Je vois bien vraiment une élection qui serait double, ou plutôt deux élections. Un premier tour favorable à la NUPES, à cette gauche unique qui va arriver en tête dans beaucoup de circonscriptions, qui va se qualifier dans énormément de circonscriptions hexagonales et d'outre-mer, et un second tour de rééquilibrage, ou faute de réserve de voix pour la NUPES, avec peut-être une surmobilisation, on peut l'appeler d'un bloc bourgeois ou d'un bloc macronien ou d'un bloc de droite et macronien, va permettre, du fait de la position centrale des candidats d'En Marche, de bénéficier d'un apport de voix et de finalement espérer une courte majorité absolue ou une forte majorité relative. Dans les derniers jours, tout à l'heure, tu as parlé de l'entrée en campagne du président de la République, mais on a aussi vu ces derniers jours une diabolisation extrêmement violente de, à la fois donc cette majorité présidentielle, on va dire ce parti présidentiel, et de beaucoup d'éditorialistes qui tapent à bras raccourcis sur la NUPES. Hein. Je parle des unes placardées sur tous les kiosques de France où il y a écrit Jean-Luc Mélenchon et au-dessus l'enfer. Ça, c'est la une de Challenge. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un effet sur les électeurs, et comment ça marche? Est-ce que tu crois que ça installe plutôt la NUPES comme genre un des principaux opposants à Emmanuel Macron, ou est-ce que ça va pas avoir un effet délétère? Alors, je pense que déjà, quelques réflexions, ce ne sont pas les éditorialistes qui font l'élection, ce sont les électeurs, ce sont les Français. C'est différentes une, cette forme de diabolisation. Est-ce que la NUPES la mérite? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon la mérite? C'est un sujet à laquelle je n'ai pas de réponse à donner, mais en tout cas, c'est dans une logique de mobilisation. Le maître mot dans une élection législative où l'abstention s'annonce très forte, nous l'estimons à 54%, c'est-à-dire encore plus qu'en 2017, ça serait la deuxième fois après 2017 que l'abstention serait majoritaire à un scrutin national, référendum bien sûr excepté. Donc, diaboliser, attaquer fortement la NUPES, c'est créer de la mobilisation. Sur le mode, hein, ça a toujours existé. On se souvient en 1986 des affiches du PS, au secours, la droite revient, ou jolie droite, pourquoi là-dessus, de grande dent avec un loup de dessin animé de Tex Avery. C'est l'idée de mobiliser son électorat contre. Est-ce que ça peut une campagne de démobiliser second tour. l'autre électorat? Ça peut démobiliser l'électorat de la NUPES?
Non, ça peut mobiliser un électorat de la majorité présidentielle, plutôt âgé, plutôt issu des catégories supérieures, plutôt diplômé, qui va faire barrage dès le premier tour, peut-être, mais surtout au second tour. Il y a cette logique d'élimination. On connaît l'adage de Guy Mollet qui avait été réactualisé par Charles Pasqua. Au premier tour, on choisit, au second tour, on élimine. Ça ne démobilisera en rien l'électorat de gauche qui, au contraire, va pouvoir peut-être se remobiliser face à ce qui peut être perçu comme des attaques fortes, excessives ou des attaques politiques. On est sur un combat politique extrêmement âpre. On est dans un système, je trouve, de délégitimation de l'adversaire de plus en plus fort, et la configuration de duel qui va être, à mon avis, présente dans la quasi-totalité des circonscriptions, compte tenu de l'abstention. En 2017, avec une abstention moins forte, il y avait eu qu'une triangulaire dans la deuxième circonscription de l'Aube, dans l'est de la France. Là, sans doute, le duel favorise la mobilisation, favorise une forme de diabolisation de l'adversaire, diabolisation de la majorité du côté de la NUPES, diabolisation de l'incarnation Mélenchon et de la NUPES du côté de la majorité. J'ai une dernière petite question, Frédéric. De plus en plus de monde se pose la question de la pertinence de cette frénésie, entre guillemets, de sondage, notamment à l'approche d'élections. Certes, ce que vous proposez, c'est une photographie dynamique de l'état de l'opinion publique, si tant est qu'elle existe vraiment, mais en posant des mots, en faisant des graphiques et des diagrammes en bâton, vous produisez aussi une certaine réalité. Bien sûr. Je pense qu'on peut affirmer que votre rôle, il dépasse le rôle de simple observateur de la société, que vous êtes susceptible de produire certaines réalités, même si ça paraît un peu oxymorique de produire des réalités. Quel regard critique tu penses sur ce que tu produis, notamment en période électorale ? Alors, je n'ai pas un regard avec des lunettes roses, ni un regard ultra critique. J'essaie d'avoir un regard lucide. Déjà, il n'y a pas eu de frénésie de sondage pendant cette campagne des élections législatives. Comme que je viens de te le dire, il y a CLIFOP qui a publié des sondages dans des circonscriptions. Je pense que le sondage produit une information qui, dès qu'elle est plus connue dans le champ politique et le champ médiatique, est exploitée comme ressource ou comme élément, pour reprendre le terme de tout à l'heure, de délégitimation de l'adversaire. Le sondage a une influence. Si cette présidentielle, comme j'ai dit tout à l'heure, a produit un triple vote utile, c'était notamment au regard des sondages. Il y a des enquêtes qui montrent que 3/4 des Français ne regardent pas les sondages d'attention de vote, mais que 13% considèrent que ça influence leur propre vote. 13%, c'est une minorité, mais dans une logique d'extrapolation, ça fait 3-4 millions d'électeurs. Et quand on a vu les rapports de force de l'élection présidentielle, ça pose question. Pour autant, je trouve plutôt, je ne sais pas quel est le mot à utiliser, plutôt injuste de faire peser le monopole de l'influence électorale sur les sondages. Il y a les sondages, il y a les professions de foi, il y a la campagne électorale, il y a les médias, bien sûr. Et Regard joue son rôle, et c'est très, très bien. Il y a la socialisation politique. Voilà, dire que l'influence, que l'élection se joue uniquement autour des sondages me paraît court et très exagéré. Pour autant, je pense qu'il y a une mission parlementaire qui est en train d'être menée, que je trouve à laquelle l'IFOP, et personnellement, je voudrais participer. C'est intéressant de réfléchir sur le rôle et la place des sondages. Je me battrais cependant sur une logique répressive qui serait une logique d'interdiction des sondages pendant une quinzaine de jours, comme c'était le cas il y a une trentaine d'années, sachant qu'il y avait une interdiction de publier des sondages, pas une interdiction de faire des sondages. Et ça crée deux catégories de citoyens, ceux qui savent, les médias, nous-mêmes, les politiques, et ceux qui sont tenus ignorés d'une réalité électorale et d'une information. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Pablo. À bientôt.